Je reviens à votre question. Elle est vraiment intéressante cette question parce que vous dites qu'au regard de leurs propres objectifs, nos gouvernements actuels ont du succès, ont réussi. Parce que de fait, le profit est à son niveau maximal, c'est l'orgie du CAC 40, c'est l'orgie des dividendes, etc. Sauf que là où il y a deux... Enfin, c'est une victoire très temporaire et une victoire à la Pyrrhus, si vous voulez. Parce que c'est une victoire qui se paye sur la bête. C'est une victoire qui se fait en pompant l'argent public. Les 200 milliards de subventions aux entreprises. Et c'est une victoire à la Pyrrhus parce que ça détruit l'État social et donc ça produit une misère sociale qui, comment dire, disloque le consensus qu'il pourrait y avoir et qui est toujours espéré entre des gouvernants qui nous trompent et des gouvernés qui seraient trompés. Alors là, on est détrompé. On voit que, de fait, c'est une politique de classe purement égoïste qui ne vise que l'intérêt d'1% de la population. Donc ça devient criant, si vous voulez, ça devient caricatural. Donc là, ils échouent. Ils échouent à nous tromper. Ils n'y arrivent pas. Et par ailleurs, il y a un effet boomerang, dès lors, en termes de conscience sociale et de mobilisation sociale contre eux. Donc je ne pense pas qu'ils soient si habiles. Les nazis étaient beaucoup plus habiles que ça, parce qu'ils avaient une vraie politique sociale. C'est eux qui ont créé, au fond, les congés payés en Allemagne. Ils avaient une politique sociale à l'égard des employés, des ouvriers allemands. Ils ont essayé de compenser la stagnation, voire la baisse des salaires réels, puisque ça, c'était le deal avec l'industrie. Il ne fallait pas monter les salaires. Ok. Ils ont essayé de compenser ça par une politique sociale réelle, financée sur la prédation interne et la spoliation externe. C'est-à-dire sur la spoliation des ennemis internes qui étaient dépouillés de leurs biens et qui finançaient la politique sociale du Troisième Reich. Frank Bayor, Goetzali ont bien montré qu'Hitler a acheté les Allemands, littéralement. Que la politique de déportation anti-juive, c'était une politique sociale aussi, puisque dès qu'une famille disparaissait, l'appartement était attribué à un bonze local du parti, et puis il y avait vide-grenier au pied de l'immeuble le lendemain, pour récupérer à vil prix de la vaisselle, des meubles, etc. Donc ça aussi, ça faisait partie d'une politique sociale. Donc de fait, les nazis ont été beaucoup plus habiles que les nôtres. Et les nôtres ne sont pas nazis. Ils ne sont même pas forcément d'extrême droite. Tendanciellement et culturellement peut-être, de la part d'un Macron par exemple. Cette fascination masculiniste, imbécile et infantile pour la violence par exemple. Cette volonté de brouiller les pistes, cet égoïsme radical, cette violence dans la conception de la société. Mais par contre, et je tire parti de votre question pour revenir sur la notion d'extrême centre, si vous permettez, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est une notion qui a été créée par mon ami historien Pierre Cernat à propos de la Révolution française. Pierre, c'est un historien de la Révolution française, c'est un historien du Directoire, qui montre que le Directoire, c'est ce régime qui a été créé par des gens qui voulaient faire des affaires et faire de l'argent. C'est des gens qui, en 1794-95, trouvent que Robespierre, ça va bien, l'unité de salut public, ça suffit, que maintenant, il faut apaiser la France, il faut sécuriser le périmètre pour permettre le libre épanouissement des affaires. Et des affaires, il y en a beaucoup. Il y a les biens nationaux, avec les assignats, il y a les fournitures aux armées, parce que la France est en guerre depuis 1792, c'est l'histoire du père Goriot dans Balzac. On a de quoi devenir millionnaire avec les fourrages, avec les munitions, la poudre, avec les uniformes, les chevaux, etc. Et cette élite-là, souvent des anciens montagnards d'ailleurs, qui se sont détachés de l'extrême gauche pour devenir extrême, mais extrême centre, dit Pierre Cernat, invente le Directoire qui est une république oligarchique. Avec un suffrage censitaire, les choses sont claires, les pauvres n'ont pas voix au chapitre, ce sont les bourgeois qui font la politique. Et Pierre Cernat parle d'extrême centre, non pas pour dire qu'il s'agirait là de gens qui seraient exagérément tempérés, modérés, etc. Mais au contraire, l'extrême centre, dit-il, c'est l'extrême centralisation. Et d'ailleurs, c'est la période de centralisation des institutions de la République, parachevée par le premier consul Napoléon Bonaparte. Les préfets, les recteurs, bref, une masse de granit, comme il disait, que l'on jette sur le sol de la France pour le stabiliser, pour le pacifier. Et l'extrême centre, c'est également l'extrême concentration du pouvoir dans les mains de quelques-uns. Et Pierre Cernat montre bien que le centre, puisque ces gens-là se définissent comme étant le centre, ni talon rouge, ni bonnet rouge, disait-il, et dira Bonaparte. Ni talon rouge, c'est-à-dire ni extrême droite monarchiste, ni bonnet rouge, ni jacobin, extrême gauche.
Et ils se définissent comme le centre, ils se définissent déjà comme le camp de la raison, et comme un point d'équilibre entre deux extrêmes. Ils rejettent les extrêmes, il y a déjà ce vocabulaire anti-extrême qui apparaît à l'époque, mais Pierre Cernat montre bien que ce n'est pas une extrême modération, mais au contraire une violence permanente vis-à-vis de quiconque contesterait le pouvoir de cette bourgeoisie au pouvoir. D'ailleurs, leur petit fondé de pouvoir à l'époque s'appelle Napoléon Bonaparte, et ses premiers faits d'armes, c'est de faire tirer sur la foule. Alors, ce sont des monarchistes qui défilent à Paris, on met en batterie des mitrailles pour tirer à balles réelles sur ceux qui protestent. Et à partir de cet exemple-là, de ce moment matriciel, estime-t-il, de l'essence de la vie politique française contemporaine, Pierre Cernat fait une histoire de l'extrême centre jusqu'à Macron, en montrant que le centrisme a été souvent au pouvoir en France au 19e et 20e siècle, mais que ça n'a jamais été très pacifiste et très tendre, dans la mesure où la restauration de Louis-Philippe, c'était violent, dans la mesure où l'ordre moral, dans les années 1870-80, c'était violent également, sans parler, évidemment, de Giscard et puis de Macron. Donc il y a toujours eu une prévalence dans l'histoire politique française de la violence de l'extrême centre. Je crois que, je fais partie de ceux qui, dès 2016-2017, ont dit attention, derrière une façade aimable d'un en même temps assez illusoire, on a quand même des gens qui sont, d'une part, dépourvus d'histoire. Ce sont des gens qui n'ont jamais vraiment travaillé, qui n'ont pas fait de réelles études, alors un peu, à part un peu Macron peut-être, mais sinon les autres, on le voit avec ses journées, Attal, etc. Bon. Et des gens qui, dépourvus d'histoire, qui n'ont jamais vraiment travaillé non plus, dépourvus de principes, et dépourvus également de la notion du sens des principes républicains. Autrement dit, je craignais qu'avec ces gens-là, on ait une politique, pour aller vite, de droite, beaucoup plus brutale qu'avec un François Fillon, par exemple, qui avait un programme, comment dire, assez violent, mais qui avait une histoire d'élu très longue et qui savait très bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, ni avec les institutions, ni avec les principes, ni avec la population française. Là, on a des gens qui prétendent se situer sur un plan technique purement abstrait. D'ailleurs, leur vie est assez abstraite, au fond, hein, ils manipulent les abstractions, sans principe véritablement incarné et sans conscience de l'importance de ces principes. Et dès lors, ces gens-là font un usage technique d'une constitution qui, hélas, s'y prête. Il faut revenir un petit peu à l'histoire de la Constitution de 1958. Hein. Elle a été élaborée essentiellement par Michel Debré, garde des Sceaux en 1958. Michel Debré, qui, dans les années 30, donc 20 ans auparavant, était un jeune juriste du Conseil d'État, très intéressé par l'exemple de la Constitution de la République de Weimar et par les écrits de Carl Schmitt, et qui considérait, dans le contexte de la Troisième République, qu'il fallait renforcer le pouvoir exécutif, notamment au moyen de quelque chose comme l'article 48.2 de la Constitution de Weimar, qui donnait les pleins pouvoirs au président en situation exceptionnelle, et qui ont atterri dans la Constitution de 58 sous la forme du 49.3, on est passé du 48.2 au 49.3, et de l'article 16, qui a été déclenché une fois, on le sait, par De Gaulle pendant 6 mois. Donc vraiment armé, ou réarmé, comme on dit aujourd'hui, le pouvoir exécutif, mais chez un Debré et chez un De Gaulle, encore une fois, des gens qui avaient une histoire, qui avaient fait la guerre, qui avaient vraiment du sens des principes, de l'honneur et de l'histoire, on savait très bien qu'il fallait toucher ces choses-là avec des mains tremblantes. Là, on a des gens qui revendiquent un managérialisme foncier et qui, dès lors, manipulent des instruments techniques, des kits, des trucs, des moyens, et des moyens sans fin, hein, puisque c'est des gens qui ne s'interrogent pas forcément sur leur fin. Et ça donne quelque chose de terrifiant d'un point de vue démocratique, parce qu'on a un usage purement formel, d'une démocratie purement formelle, on se réclame de la Constitution, alors qu'on est totalement détaché, non seulement de l'histoire, des usages et des principes de la Constitution, et par ailleurs des fins même d'une réelle démocratie, qui sont en l'occurrence l'intérêt général et le bien commun. Là, pour parler en termes marxistes, il paraît que c'est caricatural, mais pardon, on fait face quand même à des caricatures exemplaires, hein, en ce moment. Bon, c'est quand même un festival. On a des gens qui mènent une politique de classe, ouvertement, favorable à
maximum 5 à 10% de la population, encore je suis généreux, et qui, dès lors, ont face à eux 90% d'une population qu'ils combattent ouvertement, dont ils combattent ouvertement les intérêts, hein. C'est visible en politique fiscale, en politique sociale, c'est très clair. Dès lors, structurellement, ces gens-là sont obligés de jouer de manière technique et abstraite des leviers d'une démocratie vidée de son sens et de son cœur. Et par ailleurs, dans l'usage du langage, on en parlait à l'instant, ils sont obligés de mentir en permanence. Mais les derniers rebondissements qu'il y a depuis quelques semaines, vous avez vécu comment, par rapport à vos travaux? Puisqu'on a vu qu'il y a eu 2 messages très forts, hein, depuis en particulier les vœux là de 2024 qui ont été, finalement procréés et le deuxième a été, martelé un élément de langage qui est se réarmer, autrement dit combattre. Oui, vous faites référence aimablement à la loi du sang, ce travail que j'ai consacré à la normativité nazie, hein, procréer, combattre et régner. En l'occurrence, là, je pense qu'on a affaire à quelque chose d'encore plus médiocre, si vous voulez, de plus banal, une espèce de petit césarisme au petit pied, bien dans une tradition française. Et en écoutant ça, en voyant le vote de la loi immigration, et puis en entendant les échos de ce pétainisme sénile, au fond, hein, euh, cette espèce de retour à un natalisme patriarcal idiot, qui ne se pose même pas les questions élémentaires de savoir pourquoi les gens ne veulent plus faire d'enfants. Les gens ne veulent plus faire d'enfants parce que ces gens-là, hein, qui prétendent être aux responsabilités mais qui sont des irresponsables, détruisent les conditions de possibilité et de désirabilité des enfants. Dans un contexte d'effondrement climatique, d'effondrement des services publics, d'effondrement de l'État, d'effondrement des structures de la vie en commun, d'effondrement du langage, on n'a pas assez confiance à l'avenir pour plonger des enfants dans ce contexte-là. Bon, ça leur échappe manifestement. De la même manière, quand ils disent « Ah, mais l'école est en train de se déliter », mais oui, mais l'école en France est liée historiquement et principalement à un projet d'émancipation sociale. Quand vous détruisez le droit du travail, quand vous ubérisez à tout va, et quand vous désespérez les gens, effectivement, ça se passe mal à l'école, parce que ce n'est plus une voie d'émancipation. Donc, moi, en entendant et en constatant tout cela, j'ai pensé à Léon Blum. Léon Blum, à l'été 1933, il y a un congrès de la SFIO, hein, du Parti socialiste de l'époque, et il y a une partie de la SFIO, c'est assez intéressant, de la même manière qu'il y a une partie du PS qui s'est détachée pour devenir social-libéral, ou plutôt libéral, pas trop social, autour de Macron, eh bien, et une partie d'ailleurs qui se droitise à vitesse très très accélérée. Il y a eu une partie de la SFIO qui a commencé à clamer, à l'été 1933, impressionné par les 11 ans de fascisme et puis par la prise de pouvoir récente d'Hitler, qui a commencé à clamer ordre, autorité, nation. Ordre, autorité, nation. Des choses que l'on entend actuellement. Ces gens-là qui s'appelaient les néo-socialistes, qui étaient un peu les macronistes de l'époque, si vous voulez, Adrien Marquet, Marcel Déat, etc., ont terminé très très loin dans la collaboration avec les nazis, hein. Et Léon Blum, en voyant ça, écrit un éditorial du Populaire, qui est le journal SFIO, il dit « Je suis épouvanté ». Eh bien moi, je suis épouvanté aussi. Enfin, en tant qu'historien, j'hésite entre l'éclat de rire, parce que c'est grotesque, c'est burlesque, et ces rodomontades, ces coups de menton, ce natalisme, ce militarisme, ce virilisme imbécile, ça peut prêter à rire, mais ça teinte quand même au niveau de l'oreille de manière assez désagréable. Et je rejoins Léon Blum, je suis épouvanté.